En vous occupant de vos adéniums, vous ne vous êtes jamais demandé à quel moment les premiers botanistes et horticulteurs européens ont commencé à tenter leur culture sur notre sol, si loin de l'intensité de son climat africain d'origine, là où il faisait déjà pleinement partie du savoir ancestral des populations locales. Qui est allé les déraciner pour les ramener sous nos contrées? Et quel Européen l'a réellement découvert en premier? Et encore plus loin dans le temps, à quel endroit le genre adénium a-t-il fait son apparition sur Terre? En épluchant les archives, je suis tombé sur des expéditions scientifiques périlleuses, parfois tragiques, où des hommes ont tout risqué par pure passion. Dans la toute première vidéo de la chaîne sur les semis d'adénium, nous avons vu que les naturalistes Johann Jacob Römer et Joseph August Schultes donnent le nom adénium à la rose du désert en 1819. Et nous avons aussi vu que le nom adénium provient de la ville d'Aden au Yémen, ou de sa région, le golfe d'Aden. Mais ce que je n'avais pas dit et que je ne savais pas d'ailleurs, c'est que l'adénium a porté autrefois un autre nom scientifique de la classification établie par Carl von Linné. Et nous allons voir cela ensemble, ainsi que d'autres faits qui ont toutes les chances de vous étonner. Si, comme moi, vous êtes un bloqué des plantes et des adéniums, préparez-vous à l'embarquement, car dans cette vidéo, nous allons voyager à travers l'histoire, les continents et les secrets de la Terre. Le 4 janvier 1761, le navire de guerre de la marine royale danoise, l'Hollande, lève l'ancre depuis le port de Copenhague. À son bord, l'élite scientifique de l'époque s'apprête à partir. L'expédition embarque notamment un médecin, un dessinateur illustrateur et un spécialiste des langues anciennes. Mais ce qui va vraiment le plus nous intéresser ici, c'est que l'aventure compte aussi parmi ses rangs un cartographe et ingénieur, Carsten Niebuhr, responsable de cartographier les territoires traversés et de faire des relevés astronomiques. Mais surtout, l'équipe est complétée par la présence d'un brillant botaniste et médecin naturaliste, élève de Carl von Linné, Peter Forsskål, chargé de répertorier la faune et la flore. Le but de l'expédition est d'envoyer des chercheurs au Yémen pour étudier la géographie, les plantes et les coutumes locales. Ce projet a été pensé par un professeur allemand de l'université de Göttingen. Là où Peter Forsskål a enrichi son parcours universitaire à partir de 1753 en étudiant la philosophie et les langues orientales, notamment l'arabe. En 1756, il y obtient un doctorat en philosophie. En 1762, l'expédition s'enfonce dans l'Arabie. Le climat est étouffant et la malaria fait des ravages. Peter Forsskål a déjà réalisé un travail colossal. Il a identifié des centaines de plantes en Égypte et documenté scientifiquement la culture du café d'Arabie. Au Yémen, il a aussi classifié et répertorié 151 espèces de poissons de la mer Rouge. C'est dans cet état de fatigue déjà bien avancé qu'il tombe nez à nez avec une curiosité de la nature dans les montagnes yéménites. Il aperçoit un arbre de taille modeste, entre 1 et 2 mètres de haut, mais dont la silhouette est stupéfiante. Il possède un tronc grisâtre à la circonférence démesurée, une véritable outre végétale gorgée d'eau ancrée dans la roche. Forsskål observe une fleur dont la structure est identique à celle d'un laurier rose, porté par ce corps massif. Dans ses carnets, il répertorie la plante sous le nom de Nerium obesum, littéralement laurier rose obèse. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'expédition est un véritable désastre humain.
Tour à tour, les explorateurs meurent de la malaria. Et en juillet 1763, Peter Forsskål subit le même sort. Carsten Niebuhr, le cartographe, est désormais le seul survivant. Dévasté par la mort de son ami botaniste, c'est lui qui, seul rescapé de cette mission tragique, parvient à sauver les fragments d'herbier délicatement préparés par Peter Forsskål. Leur fait traverser les mers pour enfin les faire arriver en Europe. Niebuhr passe des années à trier les notes manuscrites, parfois illisibles, et l'herbier desséché de Forsskål. C'est uniquement grâce à la loyauté et à la rigueur de Niebuhr que les travaux de Forsskål, dont la description du Nerium obesum, ont pu être publiés en 1775. C'est un magnifique exemple de fidélité scientifique posthume. Peter Forsskål repose toujours à Yarim, sur les hauts plateaux du Yémen, même si l'emplacement exact de sa dernière demeure s'est perdu dans les méandres de l'histoire. Des années plus tard, ces archives végétales sont alors étudiées par deux botanistes, Johann Jacob Romer et Joseph August Schultes. Comme c'était souvent le cas à l'époque, ils n'ont jamais vu la plante vivante et n'avaient aucun échantillon sous leurs yeux. Ils n'ont alors travaillé que sur du texte, avec pour source principale la description en latin de Peter Forsskål, publié dans le livre de 1775, Flora Aegyptico Arabica. Suivant les usages de leur temps, ils collaboraient par échange de lettres depuis leurs universités respectives. Ils publient les résultats de leur expertise dans leur œuvre Systema Vegetabilium. Pour notre plante, ils compilent les descriptions de Forsskål et aussi de Carl Ludwig Willdenow et de Martin Wall. Forsskål décrit la plante avec des branches ramifiées sur un bulbe aérien de la taille d'une tête humaine. Willdenow mentionne la présence d'une pilosité sur la surface inférieure des feuilles. L'encyclopédie détaille aussi la structure de la fleur, ainsi que des follicules qui portent les graines. Pour Romer et Schultes, tout ceci est incompatible avec le genre Nerium. Ils opèrent alors un transfert historique en créant le genre Adenium. Et ils y placent alors l'espèce découverte au Yémen. Elle reçoit alors son nom scientifique définitif, Adenium obesum, en 1819. C'est pourquoi la notation exacte standard de l'adénium, selon le Code international de nomenclature, s'écrit comme ceci. C'est une formule qui mentionne à la fois le descripteur d'origine et les auteurs du transfert. Et il n'aura pas fallu beaucoup de temps après cela pour que les horticulteurs des grandes collections européennes se mettent à cultiver l'adénium sous nos latitudes. En 1846, on retrouve déjà un compte-rendu d'essais horticoles effectué à Londres dans la revue Edwards Botanical Register, rédigé par le professeur de botanique John Lindley. Les jardiniers cultivent alors dans les jardins de la société horticole des spécimens en provenance d'Aden, mais aussi de la baie de Delagoa, offert par John Forbes, alors administrateur de la Compagnie des Indes orientales. Ils entretiennent les plants dans un mélange composé de terreau, de tourbe et de sable, en les arrosant très peu, et ils n'obtiennent jamais plus de 2 ou 3 feuilles par branche. John Lindley note que cette curieuse plante a fleuri en juin, sur des tiges entièrement nues, ce qui leur a permis de confectionner cette magnifique planche. Dans ces conditions de culture, ils pensent alors que l'adénium est une plante extrêmement lente, et estiment l'âge de leur spécimen à au moins 1 siècle. Mais les jardiniers ont déjà très bien compris le principe de la dormance et savent qu'ils ne peuvent pas espérer réussir leur culture sans traiter l'adénium comme le fait la nature elle-même, en les exposant à une période de sécheresse extrême et en stoppant l'arrosage au moment où l'adénium perd ses feuilles. Et pendant que l'Europe accumule des connaissances sur l'adénium et perfectionne avec prudence les principes de sa culture sous serre, la plante entame une conquête silencieuse à l'autre bout du monde. D'après la tradition orale en Indonésie et ce qui se raconte sur le YouTube thaïlandais, l'adénium se glisse d'abord dans les cercles privilégiés de ceux que l'on appelait alors les Indes orientales. Sa propagation est portée par les 3 grandes puissances coloniales qui se partagent la région. Entre 1850 et 1880, les premiers spécimens débarquent dans les ports stratégiques,
Les Néerlandais l'introduisent à Java, dans le jardin de Bogor, les Britanniques les implantent à Singapour, et les Français les ramènent en Indochine française, qui regroupait alors le Vietnam, le Cambodge et le Laos actuel. Ces jardins coloniaux servent de laboratoire d'acclimatation. C'est là, sous un climat équatorial, qu'un phénomène biologique majeur est observé. L'absence d'hiver et de sécheresse intense neutralise les réflexes de survie de la plante. N'étant plus agressée par le froid ou par la soif, elle n'entre alors plus en dormance. À partir de ces centres coloniaux, la plante circule par diplomatie et par goût pour le luxe. Vers 1910, sous le règne du roi Ramassis, elle pénètre le royaume de Siam, qui n'est autre que ce qu'on appelle aujourd'hui la Thaïlande. C'est alors le seul État de la région à avoir réussi à préserver son indépendance. C'est en fait un présent officiel offert par les Néerlandais depuis l'île de Java, en signe de profond respect pour le nouveau roi thaïlandais. Alors, c'est une très jolie histoire qui fait honneur à la Thaïlande, seulement voilà, nous n'avons absolument aucun document officiel pour attester de ce cadeau diplomatique. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, donc cette histoire reste tout à fait plausible. Mais beaucoup s'accordent à dire qu'il s'agissait en fait d'une invention géniale des pépiniéristes et des vendeurs des années 70 pour populariser la plante. Un coup de marketing formidable. Avec ce storytelling parfait, ils ne vendent pas seulement une plante un peu étrange et nouvelle, ils vendent aussi un petit bout d'aristocratie, de bourgeoisie et de royauté. Ils auraient brodé cette histoire autour du nom vernaculaire de Xuanchom, que l'on pourrait traduire en français par ode à la contemplation. Évidemment, il y a de grandes chances que les gens partageaient et partagent toujours cette légende urbaine de bonne foi. Et si un doute plane, parce que l'histoire n'est pas vérifiable, c'est précisément ce qui alimente le mythe. Cette histoire étant tellement connue en Thaïlande que je ne pouvais pas passer à côté et ne pas la raconter ici. Qu'elle soit au Vietnam ou dans les palais du Siam, elle reste durant des décennies une plante de prestige, admirée pour sa silhouette naturellement massive. Entre les années 1970 et 1980, l'Asie du Sud-Est cesse simplement de cultiver l'adénium pour commencer à le transformer techniquement. Une spécialisation géographique radicale s'installe alors. À Taïwan, les cultivateurs excellents en sélection sont les premiers à stabiliser les mutations de fleurs doubles ou triples, en forçant la plante à transformer ses étamines en pétales supplémentaires. Ils créent des fleurs denses, semblables à des camélias. En Thaïlande, on se concentre sur l'architecture. C'est ici que naît la culture des concours nationaux, régie par des grilles de notation ultra strictes. On y invente la taille à plat du pivot racinaire pour créer les spider roots, ce qui a pour résultat de donner des structures de racines apparentes réellement spectaculaires. Mais pour créer un champion de concours, une œuvre d'art aux racines millimétrées, il faut compter 10 à 12 ans de travail et de chirurgie végétale. Au Vietnam, on privilégie l'art de la greffe multiple. Les maîtres vietnamiens récupèrent des sujets massifs pour y greffer des dizaines de variétés différentes. Un seul vieux tronc devient alors un bouquet vivant, fleurissant simultanément en plusieurs couleurs. En Indonésie, on reste fidèle à l'esthétique du bonsaï, en privilégiant la silhouette tourmentée des arbres centenaires de la savane à la profusion des fleurs. En un siècle, l'Asie a fait subir une accélération évolutive que la sélection naturelle aurait mis des millénaires à produire. Cette effervescence en Asie du Sud-Est et la création de toutes ces nouvelles variétés ont fini par gagner l'Inde vers les années 1980. Vers les années 1990, l'Inde connaît une véritable folie adénium. Avec le développement d'immenses pépinières de production, l'Inde est devenue aujourd'hui un centre majeur qui exporte massivement ses variétés et ses graines partout dans le monde. Mais là aussi, il y a de grandes chances que son arrivée sur le sous-continent indien se soit faite bien plus tôt sous l'influence coloniale britannique. Ce serait alors sous le règne de la reine Victoria, proclamée alors impératrice des Indes, que l'adénium y aurait fait ses premiers bourgeons, vers la fin du 19e siècle, dans des jardins d'acclimatation, comme le jardin de Sikpur à Calcutta.
Et on va s'arrêter là pour cette partie parce que je vous avoue que je me suis littéralement noyé dans un enfer historique. Entre les archives coloniales qui se contredisent et l'adénium qui a été répertorié sous une tonne de noms différents, c'est un chaos total pour dater précisément sa diffusion. De toute façon, comme pour toutes les plantes un peu rares, sa vraie démocratisation mondiale n'a commencé qu'à partir des années 1970. Alors on quitte les suppositions et on passe à la découverte des autres spécimens d'adénium. Cette fois, les faits sont là et on est sur du concret. Avant de commencer cette deuxième partie sur la découverte des différentes espèces botaniques d'adénium, il est peut-être important de rappeler que même s'il y a encore débat, elles ont toutes été rétrogradées au rang de sous-espèces et portent alors toutes le nom binomial Adenium obesum. En taxonomie, cela signifie qu'on ajoute simplement ce nouveau rang à la suite du nom d'origine. Par exemple, l'Adenium arabicum est classé sous le nom Adenium obesum arabicum. L'Adenium obesum sous le nom Adenium obesum obesum. On est ici entre amateurs de plantes, on ira donc droit au but, tout simplement en faisant comme tout le monde et en les appelant Adenium arabicum et Adenium obesum. Et ce sera exactement la même chose pour toutes les autres sortes d'adénium qu'on va passer en revue ici. Alors on va voir ensemble par qui, mais surtout à quelle date, chacun d'entre eux a été validement publié. Allez, c'est parti! Après la découverte de l'Adenium obesum en 1762 au Yémen par Peter Forsskål, il va falloir à peu près un siècle pour que la communauté scientifique réalise que l'Adenium n'était absolument pas un voyageur solitaire. Le premier grand virage de cette histoire a lieu en 1861. Sur le terrain, l'explorateur allemand Wilhelm Peters brave les dangers du Mozambique et découvre le long du fleuve Zambèze une variante spectaculaire dont il ramène des échantillons à Berlin pour son livre Naturwissenschaftliche Reise nach Mozambique. Wilhelm Peters étant zoologiste, il confie alors son herbier au botaniste Johann Klutsch qui étudie la plante et la répertorie sous le nom Adenium multiflorum. Cet adénium se met bien sûr à nu en plein hiver, mais il a en plus la particularité de se couvrir d'une profusion de fleurs bicolores, aux bords ondulés et rouge fuchsia. Et il y en a tellement qu'il arrive qu'ils disparaissent sous les pétales. C'est bien évidemment de là que vient son nom. Une grosse vingtaine d'années plus tard, en Namibie, dans la région aride du Damaraland, c'est au tour du botaniste suisse Hans Schinz de collecter un spécimen unique, qu'il publiera en 1888 dans la revue allemande Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg, volume 30, sous le nom Adenium bohemianum. Schinz observe que la plante est massive, entre 50 cm et 2 mètres de haut, avec un feuillage magnifique très luxuriant. C'est pour lui un des plus beaux arbustes de la région. Les fleurs de l'Adenium bohemianum affichent un rose mauve uni et homogène qui tranche avec un cœur pourpre assez sombre. Mais plus qu'une simple découverte horticole, c'est aussi une véritable plongée ethnologique. Schinz observe que la tribu des Ovambo extrait de la plante un suc laiteux qu'il prépare et applique sur les flèches pour en faire un poison ultra toxique. J'ai vu passer pas mal d'articles qui expliquaient que Schinz avait baptisé la plante en mémoire de Richard Baume, un jeune zoologiste allemand mort quelques années plus tôt en 1884 sur le terrain de l'Afrique de l'Est.
Mais il suffit de regarder la publication officielle de 1888 par Hanschins pour se rendre compte que c'est totalement faux. À la fin de la description de l'Adenium bohemianum, Hanschins a écrit ceci, qu'on peut traduire par « Le professeur Bohm de Leipzig a bien voulu se charger de l'analyse chimique des poisons pour flèches utilisés en Afrique du Sud et a déjà accompli une partie du travail. C'est donc en signe de haute estime que j'ai dédié cette nouvelle espèce à ce chercheur imminent. » On reste en 1888 parce que c'est une année chargée pour le genre Adenium. 8 ans plus tôt, en 1880, le botaniste écossais Isaac Bailey Balfour mène une expédition scientifique sur l'île de Socotra. Et c'est en 1888 que ses résultats sont publiés dans son ouvrage majeur Botany of Socotra. Je m'attendais à trouver dans un livre qui porte un tel titre la toute première description officielle de l'Adenium socotranum associée à l'abréviation BALF pour Balfour. Mais en fait, je tombe d'abord sur la description de l'Adenium arabicum. Il s'appuie sur l'observation d'adénium en provenance de la péninsule arabique et cultivé sur le sol britannique, donc rien à voir avec Socotra. Pour décrire ces adéniums, il effectue une diagnose comparative avec entre autres l'Adenium ongel. Et là, il y a de grandes chances que vous n'ayez jamais entendu parler de cet adénium. En effet, cette plante, dont le nom Ongel vient du Wolof, avait été décrite en 1844 par le botaniste Alphonse de Candolle dans son ouvrage Promodus Systematis Naturalis Reni Vegetabilis. La plante a été découverte et collectée au Sénégal, et si l'appellation n'est pas arrivée jusqu'à nous, c'est simplement parce que la plante a été rapidement rétrogradée au rang de simple synonyme de l'Adenium obésum, décrit par Romer et Schultes. Quand on regarde l'aire de répartition des adéniums, il apparaît évident que la plante décrite par Candolle n'est rien d'autre que le célèbre Adenium obésum obésum. Donc Bailey Balfour compare cet adénium avec celui qu'il baptise Adenium arabicum et remarque que les arabicums présentent ce qu'on appelle une pubescence, c'est-à-dire un léger duvet à la surface des feuilles. En fait, Isaac Bailey Balfour essaie de clarifier la situation entre l'adénium décrit par Peter Forsskål, celui qu'il baptise arabicum et qui est cultivé et qui fleurit au Royaume-Uni, et enfin ce fameux Adenium ongel. Pour lui, l'Adenium arabicum cohabite avec l'espèce de Forsskål en Arabie. Balfour fait référence ici à des adéniums cultivés en 1841 en Angleterre, et ce sont probablement ceux du Edwards Botanical Register du début de la vidéo. Et toujours dans Botany of Socotra, on retrouve la première description officielle de l'Adenium somalens, effectuée par Isaac Bailey Balfour à partir de spécimens récoltés en Somalie et conservés dans l'herbier du Royal Botanic Garden de Kew. Donc encore une fois, rien à voir avec l'île de Socotra. L'Adenium somalens a un tronc très droit et conique et des feuilles vert vif reconnaissables à leur nervure très claire, presque blanche. Les collectionneurs qui la cultivent en pot la rehaussent pour faire apparaître son codex souterrain, particulièrement rond et impressionnant. Voilà, je vois bien que je vous ai perdu. Le codex il est long et conique, ou alors il est souterrain, particulièrement rond et impressionnant. Eh bien, la morphologie de l'Adenium somalens dépend de son environnement, et lorsqu'il pousse dans le sable, il développe un codex souterrain en forme de navet. Et on reprend. Bien évidemment, dans Botany of Socotra, Isaac Bailey Balfour ne fait pas que nous parler des adéniums qui sont en dehors de l'île, il évoque la présence d'adéniums particulièrement grands et élancés, que sont les adéniums endémiques de Socotra, les Adenium socotranum, mais pour lui ce sont des variantes de l'Adenium ongel qui ont pris une autre silhouette à cause du climat particulièrement violent de l'île, avec des épisodes de vent chaud, puissants et continus venus d'Afrique. Il passe ainsi à côté de l'acte de naissance du géant qui était pourtant sous ses yeux. Cette erreur ne sera corrigée qu'en 1904, suite à l'expédition autrichienne de 1898, le botaniste Hubert Vier-Happer étudie à son tour ce mastodon et publie enfin sa description officielle dans la revue scientifique Österreichische Botanische Zeitschrift. Le roi de l'île reçoit enfin son véritable nom scientifique international, Adenium socotranum.
Nous sommes maintenant en 1907. Et le grand botaniste autrichien Otto Stapf, alors conservateur de l'herbier royal du jardin de Kew à Londres, identifie coup sur coup 2 espèces majeures d'Afrique australe, dont il fait la description dans le Royal Botanic Gardens, Kew Bulletin. Le premier est l'Adenium olifolium. C'est une espèce compacte, un genre de petit buisson, adapté aux zones semi-arides du bassin sédimentaire du Kalahari, entre la Namibie, le Botswana et l'Afrique du Sud. Ses feuilles sont particulièrement longues et très étroites, souvent repliées le long de la nervure centrale. On peut y voir une légère ressemblance avec les feuilles de l'olivier, et c'est de là que lui vient le nom d'olifolium. Il est pourvu d'un codex souterrain que les collectionneurs aiment rehausser lorsqu'ils le cultivent en pot. L'olifolium n'est pas très populaire en culture, en grande partie à cause de la lenteur de sa croissance. Il ne lui faut pas moins d'une dizaine d'années pour atteindre péniblement les 30 cm. Et donc, dans la même publication, Otto Stapf décrit et officialise l'Adenium swaziicum. Originaire d'Afrique du Sud, du Mozambique et du Swaziland, d'où ce nom évidemment. Ses feuilles d'un vert grisâtre très doux se distinguent par une texture légèrement pubescente au toucher. Ses tiges ont une tendance naturelle à s'affaisser et à ployer, ce qui lui donne un port rampant. La floraison est spectaculaire, avec des fleurs aux couleurs roses et violettes très vives et pures, qu'il transmet en plus fidèlement lors des hybridations. Il pousse dans des sols lourds et souvent saturés en eau. Il est extrêmement résistant à l'humidité et au froid, et une fois en dormant, certains spécimens auraient survécu jusque -7 degrés. On fait un bond dans le temps et on passe au-dessus de l'Adenium crispum, qui n'est en fait une variété de l'Adenium sommalans. Cette variété a été décrite par Emilio Chiovenda en 1932 dans Flora Somala. Il est certes plus petit avec une fleur différente, mais il ne s'agit là que d'une simple variante locale côtière de l'espèce sommalans et non d'une sous-espèce à part entière. En plus, je n'ai pas trouvé plus que ça d'images d'archives, libres de droit et gratuites, pour illustrer mon propos. Et c'est à partir de 1978 que s'opère le remaniement de la classification des adéniums dont j'ai parlé dans l'introduction de cette partie, et ce hold-up taxonomique est opéré par Gordon Rowley. Gordon Rowley, c'est un botaniste britannique légendaire, un personnage haut en couleur et incontournable absolu du monde des plantes succulentes. Il rassemble donc tous ces adéniums sous le nom d'une seule espèce, Adenium obesum, en rétrogradant tous les noms d'adéniums qu'on vient de voir au rang de sous-espèces, dans le but de simplifier la classification, en partant du simple constat que les différents adéniums s'hybrident plus ou moins facilement. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on cite un adénium en utilisant la classification internationale, on devrait y associer systématiquement le patronyme Rowley. C'est à se demander s'il n'a pas effectué ce transfert, juste pour associer son nom à l'histoire des adéniums. Cette classification en sous-espèces est largement contestée par des experts comme Mark Diamit. Elle reste pourtant la référence en taxonomie, mais le consensus pour y accoler le nom de Rowley à chaque fois, lui, n'est pas réellement acquis. Et je n'ai presque jamais vu ces noms écrits ainsi. Les recherches des différentes sortes d'adéniums ne sont pas finies, et réserve encore bien des surprises. En 1988, sur le terrain, John Lavranos collecte un adénium dans la région du Dhofar, tout au sud du sultanat d'Oman, à la frontière avec le Yémen. Il est alors enregistré et circule sous le nom d'Adenium arabicum d'Oman. Mais en 2015, pour le botaniste français Alain Gepecki, ce n'est pas une variété d'arabicum, et même pas une sous-espèce d'Adenium obesum, mais une espèce distincte, dont il publie la description dans le Cactus and Succulent Journal, prouvant qu'il s'agit bien d'une espèce à part entière, et il y pose son nom binomial, Adenium dhofarens. Le Dhofar est caractérisé par un phénomène météo unique, c'est-à-dire que la mousson estivale là-bas apporte pratiquement exclusivement que du brouillard et de la brume, et l'Adenium dhofarens s'est adapté pour capter cette brume. Ses feuilles particulièrement grandes et cireuses condensent l'humidité de l'air pour la faire ruisseler directement vers les racines.
Il a développé un énorme codex et ses branches ont une tendance naturelle à ployer. Et dès qu'une branche touche terre, elle est capable de s'enraciner pour créer un nouveau point d'ancrage. Si vous avez bien suivi, on a évoqué ici l'exemple de l'Adenium ongel, dont le nom a fini par disparaître parce que l'espèce a été reclassée au rang de simple synonyme de l'Adenium obesum. Il faut savoir que c'est très courant en taxonomie des végétaux et que de nombreuses autres espèces d'Adenium ont subi le même sort, avec une mention honorable pour l'Adenium namacanum, qui s'est révélé n'être en fait rien d'autre qu'un pachypodium. Et c'est précisément à cause de ce genre de flottement taxonomique que j'ai choisi de ne pas traiter les espèces de type Nova. Lorsqu'une espèce est qualifiée de Nova, c'est qu'il s'agit d'une appellation provisoire donnée à une plante qui n'a jamais reçu de description scientifique rigoureuse. C'est pour cela que je ne parle pas de l'Adenium Nova Tanzania dans cette vidéo, même si cette plante présente des particularités reconnues depuis les années 1990, elle n'a toujours pas fait l'objet d'une publication en bonne et due forme. On est d'accord, la taxonomie, c'est pas hyper passionnant. Et il serait peut-être temps de parler du lieu et de la date de l'émergence du genre Adenium. Si les indices biogéographiques et la diversité des espèces d'Adenium tendent à faire de la Corne d'Afrique un possible berceau historique du genre, on se heurte à un mur. Le registre fossile des Adenium est totalement vide. Pas de pollen, pas d'empreinte. Et sans fossile pour attester de sa présence, il est impossible de dater son apparition sur Terre. Une autre question qu'on peut se poser aussi, c'est celle de sa naturalisation sous d'autres cieux. Et ce n'est pas si simple parce que la naturalisation, ça répond à des critères stricts. En cherchant, je suis tombé sur une mention dans la base de données numériques des Royal Botanic Gardens de Kew, qui indique une naturalisation sur l'île de la Société en Polynésie. Mais après vérification, je n'ai trouvé aucune étude concrète qui en atteste. Ce genre de mention isolée, même dans une base de données aussi réputée et sérieuse, est à prendre avec de grosses pincettes. Puis, j'ai trouvé une autre source dans l'encyclopédie Plant Resources of Tropical Africa, qui évoque le cas de naturalisation au Sri Lanka et dans différentes parties de l'Asie du Sud-Est, avec en exemple la Thaïlande. Mais tout cela reste au stade de signalement sans plus de détails. L'ouvrage avance aussi l'idée que la répartition de l'Adenium obesum jusqu'en Afrique de l'Ouest pourrait bien résulter d'une introduction par l'homme. Plant Resources of Tropical Africa est avant tout un vaste programme de documentation et une base de données internationale axée sur la chimie des plantes africaines et la recherche pharmaceutique. Mais ce qui nous intéresse encore plus ici, c'est qu'on découvre tout un savoir-faire africain ancestral et une profonde culture liée à l'utilisation de l'adénium. On avait vu que Shinz avait décrit l'usage de la sève de l'adénium bohemianum par les Ovambo pour empoisonner leurs flèches de chasse, et c'est confirmé ici, analyse chimique à l'appui. Aussi appelé Bushman Poison, cet adénium fournit en effet sève et latex que l'on fait bouillir en Namibie et en Angola pour abattre le grand gibier. Zèbres et gnous meurent en quelques heures et sont retrouvés à une centaine de mètres. L'usage de poison pour flèches est aussi lié à l'Adenium olifolium et à l'Adenium multiflorum, mais aussi à l'Adenium obesum, une appellation sous laquelle cet ouvrage regroupe aussi les espèces Somalin, Socotranum et Arabicum, utilisées pures ou mélangées à d'autres plantes au Sénégal, au Nigeria et au Cameroun. Le poison fabriqué semble un peu moins fort que pour le bohémianum, puisque l'animal est retrouvé dans un rayon de 2 km. On retrouve aussi les traces d'un usage pour la pêche chez l'Adenium multiflorum, une coutume aussi attestée chez plusieurs espèces, au Nigeria, au Cameroun et en Afrique de l'Est. On y prépare une décoction de feuilles et d'écorce d'adénium pour étourdir le poisson.
Et comme souvent, c'est la dose qui fait le poison, l'adénium trouve aussi sa place dans la pharmacopée traditionnelle africaine, à la fois pour des usages vétérinaires et médicinaux. L'adénium multiflorum est utilisé contre les troubles digestifs et les affections oculaires chez les volailles. Au Sahel, on utilise l'adénium mélangé à d'autres plantes contre les maladies vénériennes. On y effectue aussi une lotion à base de racines et d'écorces contre les affections cutanées, mais aussi pour éliminer les poux. Le latex est lui mis à contribution pour soigner les caries et les plaies. En Somalie, une décoction de racines est administrée en gouttes nasales contre la rhinite. Au nord du Kenya, on traite aussi les poux avec le latex de l'adénium et on y prépare une poudre qui est appliquée sur le bétail et les chameaux contre les parasites. En Afrique australe, une préparation à base de sève et de racines d'Adenium olifolium est administrée pour soigner la fièvre et les troubles intestinaux. Les populations du désert préparent aussi un onguent à partir de cet adénium pour traiter les morsures de serpents et les piqûres de scorpions. Toutes ces préparations relèvent d'un véritable savoir-faire technique transmis oralement de génération en génération. Ils s'accompagnent souvent de rituels et de méthodes de préparation précis ancrés dans les cultures locales. Autant de pratiques et de propriétés variées qui font des différents adéniums des pistes intéressantes pour la recherche contemporaine. Mais les vertus thérapeutiques et les usages vétérinaires restent des remèdes de nécessité, appliqués faute de mieux par des populations démunies face à la maladie. Et Plant Resources of Tropical Africa révèle que la sève de l'adénium cache une réalité autrement plus sombre. Le passage qui va suivre aborde des thèmes très durs, liés à la mort et à l'avortement, et peut heurter la sensibilité de certains d'entre vous. Si vous traversez des moments difficiles, ou si vous n'êtes pas à l'aise avec ces sujets, je vous invite à arrêter dès maintenant la vidéo. Dans ce cas, je vous dis au revoir, et prenez bien soin de vous. Pour ceux qui restent, on reprend. Au Sénégal, l'adénium est impliqué pour des usages criminels, mais aussi pour des pratiques judiciaires encore plus glaçantes, liées au concept d'ordalie. L'ordalie, c'est ce fameux jugement de Dieu, une épreuve physique par laquelle on soumet un accusé. Un système de justice fondé sur le divin que l'on pratiquait largement en Europe au Moyen-Âge, et qui se pratique encore de nos jours en Inde et en Afrique. Ici, on inocule un poison à base d'adénium pour tester l'accusé. S'il succombe, la sentence est sans appel, la mort prouve la culpabilité. Et si l'individu survit, le divin l'innocente. L'adénium devient alors à la fois le bourreau, le juge et le témoin d'une justice occulte. Et le registre de l'intime n'est pas épargné. Au Kenya, les écorces d'adénium sont parfois mâchées dans un tout autre dessein, provoquer l'interruption de grossesse. Un usage désespéré et brutal où l'on détourne la toxicité violente de la plante pour déclencher une fausse couche. Une dualité saisissante capable de transformer la beauté sculpturale de l'adénium en une présence profondément inquiétante. L'adénium étant une plante à la fois redoutable et somptueuse, on la plante pour en faire une frontière vivante, destinée à délimiter les parcelles et tenir les étrangers à l'écart. En Tanzanie, on la plante aussi pour marquer l'emplacement des sépultures. Quelle autre plante pouvait mieux incarner ce pont entre la vie et la mort? Elle qui renaît au rythme des pluies pour offrir l'éclat de sa floraison avant de s'endormir à nouveau sous la morsure de la saison sèche.